Avec Liso, on se connaît depuis plus de 5 ans. Avec Eva, on partage beaucoup de choses, sauf une. Elle croit aux manifestations du paranormal, mais moi, je suis plutôt sceptique. C'est super dur quand on croit au paranormal de prouver ce qu'on ressent aux gens. C'est dur, et en même temps c'est assez fascinant. Il y a d'ailleurs des scientifiques qui se donnent pour mission de tenter de trouver des explications aux phénomènes inexpliqués. Eva, je te propose qu'on aille en rencontrer. Bienvenue dans Para ou Normal. Alors Liso, là on est à Marseille, on vient d'arriver, il fait super beau, moi je mets mes lunettes de soleil, j'adore, mais tu me dis que le voyage n'est pas terminé, où est-ce que tu m'emmènes ? Alors Eva, aujourd'hui je t'emmène à Nice. Tu y es déjà allée ? Non, jamais. Ah, trop chouette. Bon bah tu vas voir, c'est une ville super. Je t'emmène voir Henri Broch. Ok, je sens que je vais adorer cette rencontre. J'ai hâte. Dans les années 90, à l'université de Nice, Henri Broch crée le premier laboratoire français de zététique, l'étude scientifique de toutes les croyances et phénomènes paranormaux. Je me suis rendu compte que les étudiants que j'avais, donc en fac de sciences, ils avaient des croyances assez poussées, disons, dans ce qu'on appelle la psychokinèse. C'est le soi-disant pouvoir de déplacer ou de tordre des objets, métalliques ou non, mais par le pouvoir de la pensée. Et donc une grosse majorité des étudiants de sciences, je rappelle, croyaient que c'était effectivement prouvé, alors que parallèlement, ils pensaient que ce qu'on appelle la dilatation relativiste du temps, la relativité d'Einstein, c'était une pure spéculation théorique. À ce moment-là, Henri Broch se dit qu'il serait nécessaire de pouvoir étudier les phénomènes paranormaux. Donc tout ce qui est extraordinaire, se planter une aiguille dans la langue, marcher sur le feu, les tables qui tournent, les fantômes qui apparaissent, etc. Moi, de tout gosse, ça m'a toujours intéressé, tous les phénomènes vraiment hors de l'ordinaire. Donc j'ai créé un enseignement qui finalement permet de montrer ce que la science est. C'est difficile de montrer ce qu'elle est, c'est plus facile de montrer ce qu'elle n'est pas. Donc en prenant des phénomènes dits paranormaux et en les expliquant scientifiquement, physiquement par exemple, parce que moi je suis physicien. Quelle est la différence entre une expérience en zététique et une expérience scientifique plus classique ? A priori, franchement, j'en vois pas. La seule peut-être différence, c'est que nous, on fait des expériences ruban adhésif et bout de ficelle. Donc le principe, c'est de dire, on peut monter une expérience parfaitement rigoureuse au point de vue scientifique, mais avec des moyens très très simples. Au début des années 2000, à l'université de Nice, Henri Broch et ses collègues lancent un appel à témoins. Ils promettent à quiconque capable de prouver ses dons un chèque de 200 000 €. Ils mènent alors des expériences avec des médiums, des télékinésistes, mais aussi des magnétiseurs. Henri Broch nous raconte l'une d'entre elles. Alors là, c'est une expérience assez simple qu'on a menée. C'est un magnétiseur professionnel qui est venu nous contacter. Et donc, quand on lui a demandé qu'est-ce qu'il pouvait faire, il nous a expliqué, par exemple, qu'il pouvait momifier de la viande, qu'il pouvait éviter que des fruits pourrissent, qu'il pouvait déterminer simplement avec les mains, il avait des sensations dans les mains, exactement comme quand il nous disait qu'il soignait des personnes. Donc on a travaillé avec des citrons. Alors on a fait vraiment des choses dans les règles, c'est-à-dire les citrons sont cueillis sur un citronnier qui est un copain, c'est cueilli avec un gant, la lame du sécateur a été nettoyée avant, parce que sinon on coupe, et puis si jamais la lame était sale, ça peut amener des bactéries dessus, etc. Donc c'est lui qui a choisi. Et on a fait donc une partie citron qu'il allait magnétiser. Et bien sûr, on a fait ce qu'on appelle le témoin, comme on fait dans toute expérience, c'est-à-dire des citrons choisis par lui dans le même panier, si on peut dire, mais que lui ne magnétiserait pas. Et il magnétisait à volonté le temps qu'il voulait, le nombre de fois qu'il voulait, pour essayer d'induire sur les citrons qu'il magnétisait, de les dessécher, de les momifier en quelque sorte. Et simplement, ce qu'on faisait tous les jours, on faisait la pesée, on regardait la différence de la perte de masse, si on peut dire, sur les citrons magnétisés et sur les citrons non magnétisés. Et à la fin, on regardait la variation, et c'est exactement la même variation. Chaque jour, on faisait aussi la couleur, au pixel près, couleur des citrons magnétisés, couleur des citrons non magnétisés. Si les gens sont intéressés, d'ailleurs, sur le site du laboratoire, il y a le compte-rendu complet de l'expérience, écrit et vidéo. Et du coup, est-ce qu'il a réussi, dans les faits, visuellement,
à Non. le Non. momifier. Ça a strictement pas bougé. Il y a eu la perte de masse, mais exactement la perte de masse qu'ont eu les citrons témoins. C'est-à-dire il n'y a eu aucune manifestation de son pouvoir, ce qu'il a reconnu. Hein. Sur plus de 250 candidatures reçues et complétées, seules 50 se prêtent au jeu jusqu'au bout. Franchement, à vrai dire, ça va peut-être vous décevoir, hein, mais chaque fois on a pu expliquer, il y en a pas mal qui ont abandonné en cours de route. Hein. Mais nous, la grosse surprise, ça a été, pour l'ensemble des collègues hein, qui travaillaient avec moi, où on faisait ce défi, donc le prix Défi Zététique International, la grosse surprise, ça a été de se rendre compte que la quasi-totalité des gens qui ont candidaté sont des gens de bonne foi, qui pensaient réellement avoir des pouvoirs. Disons, à part, 3, 4, 5, pas plus que les doigts d'une main, où c'était des gens qui venaient pour l'échec et qui se disaient on va réussir à les rouler dans la farine, on a des petites techniques. Sauf que bon, nous, on a aussi un illusionniste qui contrôlait tout ça. Parce que nous, quand on fait cette expérience-là, ce qu'on en conclut, on n'en conclut pas que le magnétisme n'existe pas. On dit simplement ce magnétiseur, ce jour-là, n'a pas eu les pouvoirs. C'est la seule chose qu'on peut conclure. Moi, je me demande souvent par rapport aux apparitions, les personnes qui disent voir des apparitions, voir des fantômes, des choses comme ça, comment la zététique peut réussir à démontrer en fait ces phénomènes-là, parce que c'est des phénomènes spontanés et il n'y a pas l'idée de répétition. Tout à l'heure, vous parliez aussi de conditions, il faut que ce soit refait dans les mêmes conditions. Comment vous faites dans ces cas-là ? Oui, je comprends le problème. Dans ce cas-là, malheureusement, on ne peut rien faire parce que c'est du témoignage. Et le témoignage, contrairement à ce qu'on pense souvent, ça n'a strictement aucune valeur. Aucune valeur. Malheureusement, ça a valeur en justice, quoi. Mais quand on fait des petites expériences, on s'aperçoit que c'est très très facile de se tromper soi-même. Et c'est les illusions, les emprises et les méprises de notre cerveau. C'est pour montrer comment notre cerveau travaille et comment on va voir des images là où il n'y en a pas. Comment on peut interpréter des corrélations, c'est-à-dire des liens entre deux choses alors qu'il n'y en a pas du tout. Est-ce que quand quelqu'un raconte une expérience qui l'a réellement touché, qui l'a réellement bouleversé, ou quand quelqu'un reçoit par exemple des messages très clairs de personnes défuntes, quelle est la valeur finalement de ce témoignage ? Est-ce qu'on peut totalement dire votre témoignage ne vaut rien parce qu'il n'y a pas de preuves ? Nous, on a été confrontés plusieurs fois à des cas comme ça, et plusieurs fois, on s'est mis en retrait, c'est-à-dire on n'a même pas donné à la limite ce qu'on pouvait penser ou un truc comme ça, parce que c'est un tel support psychologique pour la personne d'avoir eu soi-disant, moi je dis soi-disant parce que ça n'a jamais été prouvé, hein, d'avoir eu un contact par exemple avec un enfant décédé ou un truc comme ça, que personne ne peut se mettre à la place de cette personne. Hein. Donc moi je dis quand il y a des croyances comme ça, parce que ce sont des croyances basées sur des indices ténus, des témoignages d'autres personnes, etc., ça constitue finalement une béquille psychologique pour la personne qui a cette croyance. D'accord ? Et nul n'a le droit de supprimer cette béquille s'il n'est pas capable d'apprendre à marcher à la personne. Voilà, ça c'est ma position. Donc nous finalement, notre parti c'est plus de dire, là où ça pose problème, c'est quand ça devient mercantile, c'est quand c'est des gens qui exploitent justement la crédulité de certaines personnes. Mais est-ce que, j'entends ce que vous dites, mais est-ce que parce que vous ne pouvez pas le mesurer, enfin la science en général, est-ce que ça veut dire pour autant que c'est faux ? Non, je suis d'accord avec vous. L'inexistence de la preuve n'est pas la preuve de l'inexistence. C'est une des bases de la zététique aussi. Mais par contre, ça ok, on est tous d'accord. C'est pas à nous de prouver l'inexistence de quelque chose, c'est une impossibilité logique. On ne peut pas prouver l'inexistence de quelque chose. D'accord ? Donc c'est à la personne qui affirme quelque chose d'amener la preuve de cette existence. C'est pas... Mais après, je suis bien d'accord que quand on n'a pas de preuve, ça ne veut pas dire que la chose n'existe pas. Mais par contre, il faut qu'on le prouve. Est-ce que les médiums, vous considérez ça aussi comme du témoignage, ou vous avez déjà eu des médiums qui ont essayé de vous faire part de leurs facultés en expérience ? Le problème, c'est que bon, c'est pareil, c'est juste une affirmation, il n'y a rien qui est contrôlé et contrôlable. Donc il faut qu'elle propose quelque chose. Par exemple, il faut prendre un défunt, apparemment pas connu de la médium, donc par exemple que seul vous connaissez bien, vous regardez bien la vie, et puis il faut prendre un événement vraiment particulier, et vous dites à la médium d'entrer en contact avec cette personne, et de prendre dans une liste, c'est pareil, il faut faire la liste avant, parce que sinon on va vous dire oui, il y a eu un accident, ouais c'est joli, mais ça peut être un accident cardiaque, ça peut être un accident de voiture, donc vous faites la liste avant, et vous dites à la médium qu'il y a une chose et une seule qui correspond dans cette liste, par exemple de 20, et vous allez voir si elle le trouve. Vous faites ça 2-3 fois, 2-3 listes, et c'est la seule manière de faire, mais ça peut se tester, il n'y a pas de problème.
D'ailleurs, la zététique met une médium au test. Elle échoue 20 fois sur 20. Regardez, on va faire une autre expérience, on va faire de la physique. Prenez votre main, comme ça, vous approchez, et vous soufflez, mais doucement. Chaud ou froid? Comme ça? Non mais, je souffle? Non, mais doucement. Bah chaud. Chaud. C'est chaud. Ok, c'est l'air qui sort de vos poumons, qui a la température du corps. On va faire sortir le même air, mais pas à la même vitesse. Chaud ou froid? Bah froid. Eh oui, et pourtant c'est le même air, il est à la même température. D'accord? Ouais. Mais vous avez une sensation de froid. Ouais. Pourquoi? Parce que vous augmentez la vitesse, donc, effet Venturi, une autre loi, vous diminuez la pression. Et si vous diminuez la pression, vous augmentez l'évaporation de l'eau de votre main, de l'humidité de votre main. Et l'évaporation vous enlève la chaleur qu'il y a dans votre main. Donc vous avez une sensation de froid. Mais c'est le même air. C'est dingue. Ouais. Si vous voulez refaire cette expérience chez vous, rien de plus simple. Vous soufflez sur la paume de votre main. Si vous soufflez la bouche grande ouverte, comme pour vérifier votre haleine, c'est chaud. Si vous soufflez comme pour éteindre des bougies, c'est froid. Et ce que ça nous dit, c'est que parfois, nos perceptions peuvent être différentes face à un même événement. Et en fait, ça ressemble un peu à l'effet poltergeist. L'effet poltergeist, c'est quand on entend des bruits divers, qu'on observe des déplacements, des apparitions ou disparitions d'objets et autres phénomènes a priori inexplicables. Tout le monde a des effets poltergeist, sauf qu'on ne les appelle pas comme ça. Quand vous êtes à la maison, vous ouvrez un peu brutalement, par exemple, une fenêtre, et à ce moment-là, 10 mètres ou 20 mètres plus loin, il y a une porte qui se ferme ou une autre fenêtre qui s'ouvre et tout. C'est ça, hein, c'est la variation de pression que vous avez créée. Il n'y a rien de bien particulier. Pourquoi justement les pseudosciences, elles sont aussi populaires alors qu'elles manquent de preuves scientifiques? Elles sont populaires, à mon avis, parce qu'elles sont beaucoup plus attractives. C'est beaucoup plus sympa de penser que, grosso modo, la population est assez nombriliste, tous, moi comme vous, donc on aime bien s'intéresser à nous. Moi, j'ai rien contre les tenants des parasciences. Par contre, quand il y en a qui font du prosélytisme, c'est là qu'il faut intervenir. Parce que ça va toucher des personnes qui n'ont pas, disons, le bagage scientifique suffisant pour comprendre comment certaines choses fonctionnent. Et donc là c'est de l'arnaque, ni plus ni moins. Et c'est là qu'il faut faire intervenir justement une démarche scientifique. Mais sinon, le principe de la zététique, moi j'ai utilisé les phénomènes paranormaux, j'insiste bien là-dessus, comme un support. Parce que c'est un support motivant pour moi, parce que ça m'a toujours intéressé, des trucs extraordinaires, paranormaux, magiques, etc. Dans la sphère scientifique, la zététique est parfois mal perçue. Les plus critiques peuvent dénoncer un certain déductivisme ou une prétention, je cite, extrême à la rationalité. Pourquoi, selon vous, est-ce que vous êtes perçu ainsi ? Franchement, je ne pense pas que ce soit le cas, à part peut-être quelques exotiques, mais si vraiment les gens sont scientifiques, par définition, ils appliquent cette méthode-là. Donc souvent, c'est des personnes qui parlent sans connaître grand-chose, finalement. Donc ils sont peut-être compétents dans leur domaine, ça ok, mais manifestement, quand ils parlent de zététique, ils ne se sont pas renseignés. Quand on lit, ou quand on voit certains articles, comme ça, on se dit, mais ils n'ont jamais lu les trucs de base, ou en tout cas les trucs que moi j'ai écrits. On ne peut pas dire l'ensemble, mais la très grosse majorité des collègues scientifiques comprennent fort bien la nécessité de la zététique, du développement de l'esprit critique. Bon alors Eva, t'en as pensé quoi ? Écoute, je crois que ça a été la rencontre la plus improbable et intéressante de ces derniers mois, je dirais. Contre toute attente, j'ai été un peu fascinée par le personnage parce qu'il avait une approche très concrète à chaque fois. Il avait réponse à tout, clairement. Et je me suis peut-être presque laissée entraîner par sa réflexion. C'est pour ça qu'à un moment, je t'ai dit « Ok, je crois que je vais devenir sceptique moi aussi. » J'y allais vraiment en mode j'ai plein d'arguments et je vais voir ce que vous avez à en dire. Et du coup, j'ai trouvé son approche très intéressante. Je pense qu'il a réussi à me convaincre sur l'existence ou l'inexistence de certaines choses. Mais en tout cas, voilà, moi je sais ce que j'ai vécu, je sais ce que je vis depuis toujours. Je suis pas du tout dans une démarche de tout rationaliser, j'ai pas envie de tout rationaliser, pas du tout. Mais voilà, je me dis qu'il y a certaines choses qui peuvent l'être. Et du coup, peut-être que tu vois, je vais essayer de penser différemment à l'avenir. Et prendre un peu plus de recul aussi sur certaines choses que je pourrais lire, que je pourrais voir. Voilà. Mais Waouh. très belle rencontre. Je suis très surprise parce que
Pour le coup, quand on a commencé ce projet, on s'est toujours dit que ce serait plus moi qui allais peut-être changer de point de vue. Complètement. Et en fait... Je suis pas en train de changer de point de vue. Hein. Non, tu ne changes pas de point de vue, mais je pensais pas que tu pourrais, à un moment donné, remettre en question certains pans de tes croyances. Et là, le fait que tu me dises ça, je suis surprise. Et je trouve ça dingue. Para ou normal. Liso, comme à chaque fois, c'est l'heure de l'échelle para ou normal. Donc comme d'habitude, sur une échelle de 0 à 10, 0 t'y crois pas du tout, 10 t'y crois à fond. Tu te situes où toi ? Je voudrais d'abord savoir, toi, ce que tu en penses, puisque comme on l'a entendu, après le rendez-vous, tu as été un petit peu bouleversée. Donc j'aimerais bien que, pour une fois, on fasse une petite exception à la règle et que ce soit toi qui donne ta note en première. Ok. Alors, ma note, c'est une note un peu particulière parce que c'est vrai que j'ai toujours eu un peu de mal par rapport à tout ce qui était approche scientifique par rapport au paranormal parce que j'ai mes croyances et c'est vrai que toutes les explications scientifiques me paraissaient toujours un petit peu stériles. Là, en l'occurrence, après cette rencontre avec Henri Brock, je mettrais une note de... Ça a l'air compliqué à noter. C'est un peu compliqué à noter parce qu'il y a cette rencontre qui a un peu tout bouleversé parce que j'ai beaucoup aimé cette personne, j'ai beaucoup aimé sa démarche par rapport au paranormal et même ce qu'il disait par rapport aux expériences et au fait que tout se valait finalement. Écoute, je vais mettre une petite note quand même. Je vais mettre la note de 4. 4 ? Oui. Oh, explique-moi pourquoi là. Je mets 4 pour pas mettre moins. Si Henri Brock nous écoute, excusez-moi. C'est vraiment pas par rapport à vous. Au contraire, en fait, je pense que c'est lui qui fait remonter la note. Vraiment, sinon, j'aurais mis une note, je t'aurais mis un petit 2, je pense. Ah ouais. En fait, c'est vrai qu'il m'a fait un petit peu, je dirais pas changer d'avis ni changer de position. C'est pas du tout le cas. Mais il m'a fait quand même relativiser, comme je te disais dans le débrief, il m'a fait relativiser certaines choses, certaines façons aussi d'approcher peut-être certains événements. Mais pourtant, l'explication qu'il donne sur, par exemple, le magnétisme, son raisonnement, il est plutôt logique. Et quand bien même ça s'apparente à de la logique, tu remettrais en question cette logique-là ? Ce qui peut, lui, en conclure, c'est que aujourd'hui, en tout cas le jour où ça s'est produit, son pouvoir n'a pas fonctionné. Lui, il en conclut pas qu'il n'a pas de pouvoir. Donc en fait, j'aime beaucoup aussi cette approche de dire c'est pas parce que nous on n'a pas su l'expliquer que ça n'existe pas. S'il nous avait dit on s'est rendu compte après toutes les précautions qu'on a prises et après tout ce qu'on a mis en place pour qu'il arrive à magnétiser le citron que ça ne marchait pas, on s'est rendu compte qu'en fait il avait pas de pouvoir. Là, j'aurais été un petit peu plus mitigée. Bon, et toi, c'est quoi ta note ? Eh bien, écoute, moi, sans surprise, je vais mettre la note de 10 parce que je crois totalement dans ce que nous a raconté Henri Brock. Et moi, ce que j'ai beaucoup apprécié dans son travail et dans sa recherche, c'est que, en tant que sceptique et donc en tant que personne qui se place plus du côté des rationnels, en fait, je pensais que la science allait nous dire non, ça n'existe pas, point. Et ce que j'aime beaucoup dans le discours de la zététique et d'Henri Brock plus particulièrement, c'est qu'en fait, il nous dit bien, comme tu le disais tout à l'heure, je ne nie pas l'expérience par rapport, par exemple, à toi, à tes histoires ou aux personnes qui viennent le voir pour essayer de prouver un potentiel don, mais pour les témoignages, il n'y a pas de preuves concrètes, donc on ne peut pas l'analyser. Pour moi, tout ce qui est témoignage ou apparition, que ce soit des apparitions visuelles ou des phénomènes sonores, mais en fait, ça pourra jamais être prouvé scientifiquement, puisque de toute façon, on est dans des effets de spontanéité et dans quelque chose qui ne se reproduira pas, en fait. Exactement. Et est-ce que tu penses que la prochaine fois que tu seras face à un phénomène inexpliqué, puisque ça t'arrive assez souvent, est-ce que tu penses que tu vas essayer d'appliquer certaines méthodes ou certains petits protocoles que nous a appris Henri Brock ou que nous a expliqué Henri Brock ou pas ? Alors, je vais pas souffler sur ma main comme ça, toute seule dans ma chambre. En revanche, je sais pas si j'appliquerais un protocole ou une quelconque méthode scientifique, mais en tout cas, peut-être que je me poserais 2 fois la question avant de me dire c'est paranormal. Et si dans un prochain épisode, il t'arrive quelque chose d'inexpliqué ? Est-ce que tu vas justement y réfléchir à 2 fois ? Tout dépend du lieu, je pense. Parce que le lieu peut aussi beaucoup jouer.
Et l'état d'esprit peut aussi beaucoup jouer. Donc écoute, je n'attends qu'une chose, c'est de voir ça. Vous venez d'écouter le 8e épisode de Para ou Normal, un podcast d'Eva Lopez-Hérault et Liso Campana, produit et réalisé par Slate Podcast sous la direction de Christophe Caron. Production éditoriale, Nina Pareja. Réalisation et montage, Aurélie Rodriguez. Sound design, Johanna Lalonde. La musique est signée Arnaud Denzler.